chères mesdames, chers messieurs, bonjour. Merci d'être connectés avec nous en ligne à ce panel sur la thématique portefeuille numérique de l'Union européenne, ou bien ce qu'on appelle le portefeuille de l'identité numérique. Alors aujourd'hui, à ce panel, avec moi trois experts, Madame Jessica Dinit, Monsieur Peter Gillin. Alors, avant de vous donner la parole pour se présenter, donc je me présente d'abord. Je m'appelle Hamid Jemrili, je suis du Maroc. Je suis fondateur du cabinet Intic Expertise en 2011. J'ai 22 ans d'expérience dans le domaine de l'industrie et j'ai 15 ans d'expérience en tant que formateur. Donc, je suis consultant, auditeur, certificateur et je suis aussi formateur accrédité par un ensemble des organismes, PECB, AC Council. Je donne les formations avec l'ISACA. Je donne les formations de CSSP, je donne les formations de IT Service Management, entreprise architecture, et voilà. Donc, j'interviens aussi dans le domaine de GRC. Alors, je vous donne la parole, Jessica, donc, de se présenter et donner la parole de votre rôle à nos collègues. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis aussi consultante auprès d'une société qui s'appelle Cranium. Et alors, nous, notre dada, notre spécification, c'est la vie privée et la protection des données. On aborde à la fois d'un point de vue cybersécurité, mais aussi d'un point de vue plus légal avec tout ce qui est RGPD et régulation européenne. Donc, évidemment, le sujet pour lequel on est réunis aujourd'hui nous intéresse énormément et on le suit de très près. Nous avons notamment un groupe d'experts qui se penche sur la question et avec lequel je travaille, d'où ma présence ici. Peter, est-ce que tu veux te présenter? Oui. Merci à Jessica. En fait, Peter Gillin. En fait, je suis entraîneur aussi de PCB déjà pour certaines années. Je me focalise plutôt sur Cyber Security, Cloud Security et je donne aussi des cours de ISO 27001 et tout ce qui concerne en fait la gestion de sécurité. Sauf donner les trainings pour PCB, en fait, je accompagne aussi des clients plutôt en fait les SME, donc les petites entreprises en fait pour implémenter majorité des cas le ISO 27001 et vu que aussi en Belgique on utilise aussi le Digital Identity, donc le EID qui est bien connu aussi pour connecter sur certains services, soit professionnels, soit gouvernementaux. En fait, il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de discussions comment intégrer en fait l'identité digitale en fait dans l'implantation de sécurité. Donc, à ce niveau-là, il y a des points et je pense des questions assez importantes. Comment gérer l'identité digitale. Concernant aussi le conflit entre protection des données, comment gérer en fait les processus d'entreprise à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on aura des discussions, des points assez importants en fait à aborder aujourd'hui. Et voilà. Merci. Alors, merci, chers panélistes. Donc, c'est très riche, un parcours très riche. Alors, par rapport à notre thématique portefeuille numérique de l'Union européenne, alors j'aimerais bien faire le retour au NIMA sur le traité de Maastricht, le traité normalement fondateur de l'Union européenne en 1992. Alors, l'Union européenne toujours essaye de rendre la vie des citoyens normalement européens plus facile, plus sécurisée, via l'implémentation aussi ou bien la sortie d'un ensemble de règlements comme la GDPR, la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme. Donc tout ça, c'est dans l'intérêt du citoyen européen. Alors ça d'une part, d'autre part, on trouve aussi ce projet de portefeuille de l'identité numérique normalement qui consiste ou bien qui va permettre aux citoyens de stocker les informations ou bien ces documents officiels comme normalement l'identité personnelle, le passe vaccinal, le passeport, ainsi que ce qu'on appelle les informations bancaires. Donc, d'une application normalement sécurisée. Alors ça, c'est un avantage
Donc, c'est pas la peine que le citoyen va apporter physiquement toutes ces documentations avec lui. Donc, c'est un avantage. Ça d'une part. D'autre part, alors, je me mets à la place du citoyen et je veux poser la question, d'accord, au débat. Qui va nous garantir que normalement l'État européen ne va pas considérer ce projet comme un projet pour surveiller le citoyen, d'accord? Qui va nous garantir que ce projet ne va pas, c'est pas une autre version modifiée du projet chinois, d'accord? Ce qu'on appelle de crédit social. Donc ça, c'est un débat donc que je vous donne normalement là l'occasion pour partager avec normalement avec ceux qui nous suivent votre expérience par rapport à ce projet. Donc, Madame Jessica, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Alors, je pense que la meilleure manière de commencer du coup cette discussion, c'est déjà de faire un petit retour sur tout ce qui est le contexte, mais aussi l'historique qui a amené au développement de ce projet pour voir en fait quels vont être les avantages qui peuvent être amenés par la suite. Du coup, c'est un secret pour personne. L'Union européenne accorde une grande importance à son marché unique, évidemment, parce qu'il lui permet des échanges commerciaux qui sont continus entre les États membres, mais aussi davantage d'échanges avec les différents pays du monde. Et l'un des principaux objectifs, en fait, qu'on pourrait poursuivre avec un portefeuille d'identité numérique au sein de l'Union européenne, qui serait propre à l'Union européenne, ce serait de fournir des outils d'authentification qui seraient à la fois sécurisés, robustes et faciles d'utilisation pour les entreprises qui sont basées dans l'Union européenne. Ça, c'est l'idée principale, avec évidemment tout un champ d'utilisation qu'on peut après étendre. Et en y parvenant, du coup, toute la région économique pourrait bénéficier d'énormément d'avantages. D'ailleurs, il y a une étude de McKinsey qui avait prédit que la mise en œuvre réussie d'un tel système, donc pour tout ce qui permettrait une identification numérique, pourrait en fait libérer une valeur significative qui était de 3 à 13% du PIB tel qu'il est maintenant en 2030. Donc, on voit qu'il y a un avantage tout à fait certain, mais on voit que l'avantage n'est pas, comme je le disais, que pour les entreprises, mais qu'il y en a aussi un très important pour les citoyens de l'Union européenne, qui eux aussi en fait, ont tout à gagner des avantages qu'aurait un portefeuille européen qui ne connaîtrait plus de frontières, parce qu'ils pourraient évidemment voyager plus facilement, mais également effectuer leurs propres transactions dans l'UE d'une façon plus sécurisée. Combien d'entre nous s'inquiètent lorsque nous devons faire une transaction, que nous sommes victimes d'une tentative de fraude ou autre? Ici, ça nous permettrait de gagner en sécurité et en efficacité. Et on voit d'ailleurs que c'est un besoin qui est vraiment très présent, puisque on a de plus en plus souvent besoin de prouver notre identité de façon électronique dans les différents pays européens, d'où l'utilité d'un portefeuille de l'UE. Et j'aimerais préciser d'ailleurs que cette idée finalement de se tourner davantage vers les compétences, les opportunités que nous offre le numérique, c'est pas une idée nouvelle qui surgit de nulle part au sein de l'Union européenne. Certains pays membres avaient déjà tenté de développer leurs infrastructures propres au sein de leur propre pays durant ces dernières années, et notamment avant le Covid. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que avec tous ces systèmes nationaux, eh bien, on gardait finalement le problème d'incompatibilité, c'est-à-dire que les documents qui étaient délivrés dans un pays étaient souvent soit illisibles dans un pays, soit ils étaient juridiquement non valides dans cet autre pays. Donc, évidemment, on perdait de l'intérêt auprès de ces systèmes. Et on avait donc beaucoup d'initiatives, mais qui n'apportaient peut-être pas un changement si grand d'un point de vue de l'Union européenne. C'était intéressant d'un point de vue national, mais pas d'un point de vue de l'intégration. Et par rapport à ça, en fait, on voit qu'à mesure que la numérisation progresse, la fourniture de services publics et privés s'est aussi mise en progression et s'est déplacée vers les plateformes numériques, à nouveau pas qu'au niveau national, mais au niveau également européen. Et en fait, ce qui a été un des points de basculement, ce qui a notamment encouragé l'Union européenne à se poser les bonnes questions, ça a été la fameuse pandémie que nous avons tous dû traverser et qui a effectivement en fait accéléré cette numérisation
Et en général, les experts vous diront que cette numérisation a fait un bond de 7 ans, plus ou moins, ça dépend de l'expert qui vous parlerait, dans le futur à cause de cette pandémie, parce que ça a chamboulé évidemment toutes nos habitudes. Donc, on en revient à ce besoin croissant d'obtenir une identité numérique qui soit sécurisée et facile d'accès. Ce sont vraiment les deux points qui ressortent systématiquement. Et jusqu'ici, on avait donc des solutions qui étaient proposées au niveau national, mais qui ne tenaient pas vraiment le coup. Et on avait de l'autre côté des acteurs privés qui, eux, cherchaient à développer des portefeuilles numériques. Mais alors, souvent, ceci était associé à des plateformes de paiement, comme par exemple, on peut penser à Apple Pay ou à Google Pay, ce genre de très gros acteurs privés, en fait. Donc, ça posait aussi problème. Pourquoi est-ce que ça posait problème? Parce que certes, on pouvait du coup stocker des données et facilement se connecter. Cependant, souvent, cette facilité qui nous était offerte se faisait et se fait toujours au détriment d'un contrôle des données personnelles et du respect du coup de notre vie privée, ainsi que malgré tout, un manque d'identité de présence physique qui puisse être vérifiée. Donc, ça restait quand même très opaque. Ça dépendait, on va dire que le niveau de sécurité dépendait vraiment de l'acteur qui avait mis le système en place. Et on se retrouvait donc avec des problèmes de fraude et des menaces concernant la cybersécurité. Tout ça pour vous dire que c'est à ce moment-là, ce sont tous ces éléments qui ont fait que l'UE a décidé d'intervenir, s'est dit qu'il était temps de réagir. Et on voit déjà que c'était un mouvement qui était déjà présent depuis un moment parce qu'en 2014, l'UE avait déjà introduit un règlement sur l'identification électronique et les services de confiance qui permettait d'avoir des normes qui se tenaient plus ou moins ensemble tout au sein de l'Union européenne. Mais l'adoption de ce règlement a en fait été assez limitée parmi les pays membres et du coup, on n'arrivait pas à cette harmonisation qui permettait l'utilisation d'un système partagé par tout le monde. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là et on a notamment en septembre 2020, on a eu Ursula von der Leyen, donc, vous le savez, la présidente de la Commission, qui a dévoilé en fait des plans pour un système complètement remanié qui serait doté d'un nouveau portefeuille d'identité numérique. Donc là, je ne rentre pas dans les détails de la proposition politique qui ne nous intéresserait pas. En tout cas, elle est intéressante, mais elle nous ferait perdre quand même assez fortement du temps. Mais les objectifs spécifiques en fait de cette proposition sont à nouveau de fournir un accès à des solutions qui permettent l'identification numérique de façon fiable, sécurisée et facilitée, tout en répondant en fait aux attentes des personnes privées, mais aussi des entreprises, de garantir la protection de nos valeurs fondamentales parmi lesquelles on retrouve la vie privée et donc la sécurité de nos données. Ça nous donnerait un accès assez large à énormément de services en ligne, mais cette proposition, elle n'est pas basée sur rien. Elle recherche notamment des points concrets en fait d'utilisation, des points concrets qui pourraient apporter une plus-value aux citoyens européens. Et ce point, en fait, c'est notamment le fait que ce soit facilement utilisable par toute personne qui voudrait l'avoir. Donc, l'avantage de ce portefeuille, ce serait sa facilité d'utilisation d'un point de vue, certes, numérique, simplement un système qui fonctionne, mais notamment une facilité d'utilisation dans la conception, dans la compréhension, du moins, de ce portefeuille. Il faudrait que tout le monde, de 3 à 99 ans, puisse l'utiliser et que notamment le gap qu'on retrouve au niveau de cette fracture numérique qui est bien connue au sein de l'Union européenne ne soit pas un souci, que tout le monde puisse la comprendre. On aurait aussi évidemment cet avantage du fait que ce serait réparti partout, qu'on aurait une aide qui serait plus facilement accessible sur la question, vu que ce serait un outil connu de tous et qu'en cas, par exemple, de problème au sein du système, par exemple une faille d'un point de vue cybersécurité, on aurait énormément d'experts qui pourraient se pencher sur la question et qui pourraient plus facilement résoudre le problème. Et finalement, évidemment, et ça c'est
en tant que consultante en vie privée, c'est pour moi la palme d'or, les utilisateurs auraient un contrôle certain, ou en tout cas beaucoup plus avancé, sur leurs propres données, puisque le projet veut que les utilisateurs puissent choisir quels aspects, excusez-moi, de leur identité, de leurs informations, mais aussi de, par exemple, tous les certificats qui pourraient être downloadés au sein de ce portefeuille, quels aspects seraient partagés avec des parties tierces, et notamment décider pendant combien de temps ces informations seraient partagées. Donc ça, c'était vraiment une vision assez générale de la question. Et je pense, si je ne m'abuse pas, que Peter va pouvoir parler avec vous de risques, mais aussi de challenges qui sont beaucoup plus concrets sur la question. Merci Jessica, donc c'est très riche, donc un contexte normalement qui a touché le facteur normalement économique, la nécessité d'avoir ce projet pour faire de l'économie, ainsi que vous avez évoqué le côté politique aussi. Donc normalement ce sont des risques normalement qu'on doit identifier, qu'on doit analyser, soit politique, soit économique, soit la technologie aussi. Alors la parole est à Peter. Merci Amit. Oui, c'était une introduction assez importante et assez intéressante à ce niveau-là. De mon côté, en fait, je vois en fait plutôt des questions, comme je disais déjà avant, majorité des cas, je travaille avec des partenaires, des clients, des gens en fait plutôt côté en fait implémentation de PME, donc de petites entreprises. De l'autre côté, en fait, certainement en Belgique, on a déjà longtemps une bonne expérience en utilisation de carte EID, donc l'identité électronique. De plutôt, en fait, les gens sont forcés de plus en plus d'utiliser, en fait, les cartes d'identité électronique à ce niveau-là. Jessica mentionnait aussi, il y a certainement un défi, un challenge assez important pour les gens moins modernes à ce niveau-là, ou soit n'y sont pas utilisés, enfin utiliser en fait les portables, les choses techniques, et c'est en fait exactement aussi pour les cartes bancaires. Et quand même il y a une partie en fait des gens assez importants qui ne sont pas habitués en fait à la vie digitale à ce niveau-là. Mais aussi, je vois un souci assez important quand je vois les expériences aussi ou interactions avec les gouvernements, que quand même, en fait, une partie assez importante des services gouvernementaux sont bloqués aussi à ce niveau-là. Dans le mode papier, en fait, il y a beaucoup de challenges à ce niveau-là de passer tout en mode digital à ce niveau-là. Et je vois mes clients, certainement, ils posent beaucoup de questions. Quels sont les points intéressants, quels sont les défis, quels sont les points les plus intéressants, en fait, pour passer dans ce mode digital, mais fréquemment, ils sont bloqués même par les gouvernements locaux, régionaux, nationaux à ce niveau-là pour avancer de plus en plus. Donc, quand je vois si on veut vraiment augmenter en fait l'utilisation de l'identité digitale à ce niveau-là, il y a, à mon avis, une pression assez importante à faire aussi au niveau implémentation nationale des gouvernements pour activer, pour mettre ouvert en fait des services plus en plus utilisés. Deuxièmement, et comme je pense aussi mentionné par Jessica, en fait, il y a un défi, il y a un conflit à ce niveau-là entre en fait l'offre des services comme l'Europe veut le faire, centraliser les identités, mettre accès plus facile aussi aux services publics, contre en fait les organisations professionnelles en commercial en fait qui vont offrir les plateformes à intégrer à ce niveau-là. Et est-ce qu'on veut vraiment donner accès à certains attributs, certaines données personnelles à ce niveau-là, et comment on peut protéger à ce niveau-là. Et malheureusement, on voit de plus en plus des accidents, des fuites des données, et je crains on a besoin d'un petit peu plus de fuites de données ou des accidents à ce niveau-là pour bien sécuriser les plateformes. Naturellement, sécurisation par utilisation des certificats, c'est un point assez intéressant, mais aussi assez complexe. Et c'est exactement ça que je vois aussi fréquemment.
je travaille beaucoup avec des entreprises fintech qui veulent en fait développer, en fait créer des plateformes plus agréables, plus digitales et en fait mener en fait de l'histoire vers l'accès digital à ce niveau-là, mais quand même comprendre en fait comment ça marche le certificat, en fait aussi encryption. C'est un défi assez important, même pour les spécialistes en développement des nouvelles plateformes à ce niveau-là. Et il y a très peu de gens qui connaissent bien en fait des plateformes digitales en utilisation des certificats. Donc, il y a une challenge assez important dans le futur en fait pour accéder en fait à ces plateformes et les faire marcher en fait de plus en plus flexibles. Dans le futur. Et deuxièmement, mais je pense aussi, Jessica, c'est répondre à ce niveau-là. Est-ce que ça concerne seulement en fait l'identité digitale? De plus en plus des organisations demandent en fait de aussi gérer leurs documents et on a des plateformes assez intéressantes, je pense, même au niveau belge ou même au niveau européen. De plus en plus, on demande en fait de gérer les documents personnels, donc pas seulement l'identité, donc les attributs, mais plus en plus on veut être en contrôle des documents, soit en fait les formulaires de taxes, soit en fait les formulaires et les documents de société, de sécurisation sociale à ce niveau-là. Donc, pour le moment, il y a beaucoup de documents qui concernent la vie personnelle digitale qui sont gérés par le gouvernement ou même par des entreprises privées ou professionnelles, commerciales à ce niveau-là. Donc, je vois de plus en plus des questions. Oui, c'est assez intéressant d'avoir une identité digitale, mais on veut le gérer. Et je pense aussi, Jessica a mentionné à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va voir dans le futur? Comment est-ce qu'une personne sait gérer son identité à soi? Est-ce qu'il a le contrôle, en fait, vraiment de son identité à ce niveau-là? Donc, je pense que c'est une discussion assez importante, mais quand même pratiquement beaucoup de défis. Comment le faire marcher? Et en plus, on n'a pas parlé en fait au niveau de artificial intelligence à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on va continuer à utiliser à ce niveau-là? Donc, la gestion d'identité, gestion des niveaux techniques va certainement augmenter de plus en plus. Donc, je vois beaucoup de défis à utiliser. En plus, mais c'est plutôt en fait aussi une expérience belge. Par exemple, si on voit le dessin, par exemple, des cartes d'identité, donc on a fait le dessin avec en fait le support d'authentification, donc on peut s'authentifier avec des services même au niveau européen, mais par exemple, l'encryption, donc de signer ou d'encrypter et sécuriser un document, c'est pas possible avec le schéma et le dessin qu'on a fait avec l'utilisation des cartes d'identité. J'espère quand même dans le futur, on peut utiliser de plus en plus les vraies valeurs en fait d'encryption, soit authentification, soit encryption, donc sécuriser la messagerie à ce niveau-là. Je pense que c'est assez important, un point assez important à aborder aussi dans le futur. Mais je vois de plus en plus des plateformes qui ne savent pas le faire. Donc je préconise ou je crains un petit peu que on devrait en fait économiser ou même agrandir en fait les plateformes comme ils sont pour le moment. Et j'espère certainement avec eIDAS, donc les règlements à faire, on peut le faire, mais quand même les plateformes courantes ne sont pas tout à fait à mesure en fait pour les faire marcher à ce niveau. Ok, Amit. Donc, vous pouvez continuer si vous voulez. Donc, si vous voulez aussi, donc c'est très riche de votre part. Donc, toujours la casquette managériale, aussi la casquette technique. Donc, beaucoup de contre-mesures pour faire face normalement à la privacité aussi, l'encryption, ainsi de suite. Alors, donc, on peut passer à notre collègue, l'intervention de notre collègue Insata. Donc, vous pouvez intervenir et après, on va consacrer des séances pour les questions-réponses des participants. En attendant,
elles nous rejoignent. Est-ce que je pourrais rebondir sur Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on va partager. Okay. Merci. Donc, c'est pas grave. Merci. Mais par rapport au fait que tu disais, il y a un moment, il faut se demander aussi, est-ce qu'on continue, on va aller effectivement de plus en plus vers l'utilisation finalement de moyens numériques. Et je pense que finalement, ça c'est une question un peu sociétale, c'est un choix sociétal. Ce que nous, on remarque pour l'instant, c'est que ce soit auprès de nos clients qui sont des entités publiques ou des entités privées, c'est le cas. On voit qu'il y a une volonté de passer au numérique. Le numérique, c'est devenu la solution rêvée, alors qu'on sait que finalement, quand on travaille dedans, on se rend compte qu'il y a aussi des risques qui sont liés. Il y a des avantages, mais il ne faut pas non plus oublier ces risques. Et donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Et je rejoins ce que tu disais avec le fait qu'on a cette question de se demander, est-ce que réellement les utilisateurs peuvent avoir confiance en l'usage qui est fait de leurs données? Et ça, ce sera plutôt, je pense, aux législateurs de s'assurer de mettre des cadres bien précis qui devront ensuite être reflétés, évidemment, dans les différents systèmes qu'on va créer, les applications qu'on va créer. L'essentiel, c'est d'avoir un débat plus riche, surtout à toutes les dimensions, sur la dimension managériale, sur la dimension technique, ainsi que, si je me permets de poser la question, donc vous avez évoqué le côté positif normalement du projet portefeuille numérique. Donc voilà, toujours, on trouve que l'État, il est toujours présent pour préserver la confidentialité, via un ensemble de la réglementation, on parle de la GDPR, la protection des données à caractère personnel, toujours elle donne le droit normalement à la personne pour faire ce qu'on appelle la rectification, faire normalement, même si elle a donné l'accord, elle peut tirer son consentement à la dernière minute, c'est pas un problème. Donc tout ça, il est bien. Donc pour l'intérêt et préserver la privacité de la vie privée des participants, des citoyens. Mais toujours, il y a le côté négatif des choses. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà le projet chinois, la partie communiste. Donc, comment normalement, ce qu'on appelle le crédit social. Donc, vous connaissez le projet qui va nous garantir que ce n'est pas une version normalement améliorée de ce projet-là. Ça d'une part. D'autre part, si vous allez revenir à l'histoire, je pense, à Canada, donc il y avait une grève, si je me rappelle, je ne me suis pas sûr de la date, pour ne pas dire n'importe quoi. Alors, si on va revenir sur l'événement, il y avait, je pense, une grève. Et comment le gouvernement canadien, il a fait l'intervention, il a suspendu même l'accès aux données bancaires des citoyens. Alors ça, c'est grave comme risque. Alors, vous avez dit que lorsqu'on dit, nous, on va faire dans le cadre d'un projet, toujours il y a ce qu'on appelle, il y a un contexte macro qu'on doit analyser. Après, il y a le micro, il y a le contexte interne du projet portefeuille numérique. Mais si on va toujours voir la couche externe du projet, alors il y a le facteur politique, il y a le facteur économique, ce que vous avez évoqué maintenant, il y a le facteur technologique que Peter a bien détaillé sur la partie technologie et les contre-mesures pour faire face aux risques. Alors tout ça, on doit avoir une analyse. Pourquoi, à mon avis, pourquoi l'Union européenne n'a pas publié, par exemple, un rapport contenant une analyse stratégique par rapport au projet, d'accord, pour rassurer le citoyen, d'accord. Donc, je ne sais pas, donc Jessica, donc tu viens de parler maintenant un peu, c'est comme vous avez touché un petit peu le côté politique, vous avez fait un marche arrière, donc c'est pas un problème. Donc, si vous pouvez normalement parler de ce point-là, donc le contexte externe, le facteur politique, le facteur économique, environnemental, pourquoi le facteur légal, donc on a un ensemble des règlements. Alors, pourquoi l'Union européenne n'a pas publié normalement des rapports? Je ne sais pas si ils ont déjà publié, je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Alors, est-ce que on ne peut pas trouver des rapports normalement pour rassurer le citoyen européen par rapport à la privacité? Alors, ça, je pense que c'est une très bonne question. Et finalement, cette question, si je comprends bien, elle se décline un peu en deux points. D'un côté, est-ce qu'il y a vraiment un risque peut-être pour la démocratie qui peut être concret comme on voit dans d'autres pays?
Et de l'autre côté, il y a la question de s'il y a ce risque qui peut exister, pourquoi est-ce qu'on ne nous rassure pas? Pourquoi est-ce qu'on ne nous apporte pas des preuves que ce risque ne va pas se concrétiser au final? C'est un peu inquiétant qu'on ne nous apporte pas de preuves à ce sujet. Alors pour moi, je vais partir d'abord sur le premier point. Je suis tout à fait d'accord, il y a un risque, il ne faut pas se leurrer là-dessus. C'est que au plus on utilise un outil qui est performant et puissant, au plus si on utilise mal cet outil, par définition, eh bien, il y a de plus en plus de chances de faire une très grosse bêtise et que cette mauvaise utilisation ait un impact qui soit beaucoup plus important. C'est bêtement la différence entre, si on devait comparer ça avec une arme, le fait d'utiliser un canif ou le fait d'utiliser une bombe nucléaire. Évidemment, l'impact sera beaucoup plus grand. Maintenant, tout ce qui est au sein de l'Union européenne, et là j'entame la transition vers la deuxième partie, bénéficie d'une grande transparence en fait dans les travaux qui sont faits. Alors il y a toujours une partie qui va se faire behind the door, évidemment, entre quatre yeux, mais on bénéficie de documents qui sont préparatoires, de communication sur l'avancement, là où il est vrai qu'on pourrait espérer peut-être un petit peu plus d'explications, ce serait sur l'avancement concret du projet étape par étape, sur la création telle qu'elle de ce projet numérique, parce que c'est vrai qu'on nous en parle beaucoup d'un point de vue politique, on nous en présente les avantages, et je pense que si on devait faire une recherche, une bête recherche Google, comme on en fait tous, c'est les aspects qui ressortiraient suite à cette question, mais il y a une difficulté à voir comment concrètement est-ce que ce portefeuille, cette identité numérique va être déployée. Ça, c'est vrai qu'il y a une question. Maintenant, je pense en toute honnêteté que c'est aussi parce que certains acteurs politiques qui sont impliqués dans la question doivent eux-mêmes faire beaucoup de recherches et se former énormément sur le sujet pour pouvoir le comprendre. Parce que comme Peter disait, tout le monde n'est pas formé, tout le monde ne comprend pas tout ce qu'on a à faire au niveau numérique. On comprend comment l'utiliser souvent, mais on ne comprend pas ce que c'est, on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on a parfois un silence de certains politiciens qui préfèrent étudier clairement le sujet que de risquer de dire une bêtise après. Maintenant, de demander pourquoi il n'y a pas effectivement une position commune qui aurait été exprimée de la part de l'Union européenne. C'est une bonne question. Donc, merci Jessica. Donc, je vous laisse un petit peu pour quelques minutes et je passe mais je vais revenir. Alors, par rapport à, puisque notre collègue n'est pas avec nous, alors par rapport à Peter, lorsqu'on dit les établissements soit publics soit privés, donc il y a ce qu'on appelle le mode hybride. Donc, il y a les organisations qui sont déjà trop matures, qui sont full digital. D'accord? Alors, à côté, on trouve des organisations, d'accord, qui sont au début du trajet de la transformation digitale. D'accord? Alors, à votre avis, Peter, qu'est-ce que tu penses pour ce projet-là? Comment il va essayer de remarier normalement les deux structures normalement dans l'Union européenne? Ou bien on peut poser la question un État par rapport à un autre. Un État déjà avancé dans le domaine de la transformation digitale et un État normalement au début. Donc ça, c'est la première question. Et après, je vais revenir avec une autre question à Jessica. Merci. Je n'ai pas d'expérience globalement, disons que pour les plusieurs pays en fait en Europe à ce niveau-là. De l'autre côté, je vois il y a beaucoup d'initiatives. Disons que quand je vérifie en fait les plateformes par exemple qui sont disponibles en Belgique, en fait, il y a beaucoup de services gouvernementaux en fait qui utilisent déjà en fait et déjà fortement en fait l'identité digitale à ce niveau-là, aussi au niveau plateforme. Semi-commercial, je veux dire semi-commercial parce qu'en fait, il y a aussi des plateformes qui concernent en fait protection, sécurité sociale à ce niveau-là, donc pas nécessairement tout à fait gouvernement, mais un petit en milieu à ce niveau-là. Quand même, je vois beaucoup des initiatives qui vont en fait déjà migrer en fait vers les plateformes utilisant le maximum d'identité digitale. De l'autre côté, je vois quand même que l'histoire est ralentie en fait dans le meilleur des cas à ce niveau-là, et je vois que quand même des pays en fait de plus en plus avancés à ce niveau-là, comme je vois par exemple l'Estonie et en fait certains pays qui ont presque
complètement migré et en fait gèrent leur identité presque complètement en fait en niveau digital, il y a quand même des travaux à faire et je n'ai pas en fait des idées pour les autres pays. De l'autre côté, je vois dès qu'on va participer en fait, avec des plans, des plateformes plutôt au niveau européen, il y a quand même beaucoup de soucis. En fait, si on veut mélanger, si on veut utiliser plusieurs identités nationales à ce niveau-là, donc par exemple, si on participe pour des projets en fait avec des registrations internationales, avec des RFP, donc des dossiers ouverts pour plusieurs pays au niveau européen, des dossiers commerciaux, c'est quand même assez difficile en fait de faire intégrer tout ça à ce niveau-là. Et certainement quand je vois par exemple des étrangers, en fait, des gens en fait, qui veulent travailler en Belgique, comment ils doivent faire enregistrer leur identité. Ce n'est pas tout à fait comme une carte d'identité belge. Quand même, on a deux versions, disons, aussi pour les citoyens européens, mais quand même, l'intégration entre les deux types d'identités non belges et belges, ça pose assez des problèmes à ce niveau-là. Donc, je crains un petit peu à ce niveau-là, ça va prendre en fait quand même de certaines années, disons 5 années ou même plus, en fait, pour le faire marcher proprement. Et deuxièmement, je crains aussi l'idée, en fait, c'est merveilleux en fait de faire intégrer tout ça, mais les technologies vont avancer assez fort, comme on a déjà vu. L'encryption en fait est en train de se transformer. On n'a pas parlé en fait par exemple du quantum encryption, d'utiliser en fait d'autres techniques comme les techniques binaires. Ici, à partir de quelques années, probablement, on a des autres techniques et je ne sais pas. Et c'est toujours une question ouverte à ce niveau-là. Est-ce qu'on est prêt en fait de suivre en fait les évolutions techniques aussi pour les lois, les idées, en fait l'approche européenne, est-ce qu'il est fait en fait, est-ce qu'il est prêt aussi pour suivre en fait ces évolutions? Je ne sais pas, je ne sais pas répondre pour le moment. De l'autre côté, il y a beaucoup de projets qui doivent déjà être migrés vers en fait une approche digitale et on n'est pas là donc une bonne idée à mon avis, mais quand même avec le support de AIDA, c'est en fait beaucoup d'opportunités, mais la réalité à mon avis est plutôt triste à ce niveau-là pour faire passer dans un mode digital que tout le monde le veut le faire. Donc, merci Peter. Donc, voilà, je vais vous revenir avec d'autres questions. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour Jessica, alors une autre question. Donc, par rapport à ce projet, alors, quels sont, à votre avis, d'après votre expérience, quelles sont les parties prenantes impliquées dans ce projet-là, de portefeuille de l'identité numérique, ainsi que l'application normalement qui sera utilisée dans le projet, aussi les développeurs de cette application ou bien le provider de cette application. Donc, c'est une partie prenante si vous pouvez nous parler si vous avez des informations par rapport à ça, ainsi que quels sont le niveau de certification, si vous avez de l'expérience en ce sens, quelles sont les certifications recommandées pour cette application pour qu'elle soit normalement utilisée par les citoyens européens, les citoyens des États membres. Donc voilà, c'est pour garantir et un niveau de privacité ainsi que rassurer les citoyens. D'accord? Merci. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'informations d'initié sur le projet en lui-même parce que Cranium suit le projet, mais nous ne sommes pas impliqués dedans. Donc, je n'ai pas d'informations d'initié à vous donner dessus, malheureusement. Par contre, par rapport à la question du niveau de certification, ça, c'est un des challenges qui a été justement soulevé et qui va devoir connaître une réponse prochainement. C'est qu'on a beaucoup en fait d'utilisateurs européens, surtout dans les pays européens qui ont justement, je veux dire peut-être pas un retard, mais qui ne sont pas aussi avancés dans l'utilisation du numérique au quotidien. On a ce problème de savoir est-ce que réellement cette application pourra être utilisée par tout le monde dans les faits. Est-ce que déjà les gens pourront se permettre d'utiliser les médiums qui seront nécessaires pour accéder à cette application? Et ensuite, est-ce qu'ils auront une qualité qui sera à la hauteur de ce qui est attendu?
Donc ça, c'est ce que je peux dire au niveau des challenges. Par contre, j'ai pas plus d'informations. D'accord, merci Jessica. Alors pour Peter, alors avant de toucher la partie technique, donc normalement le temps de webinaire est terminé. Donc j'ai quelques questions donc que je vais vous poser vous deux. Donc on commence par Peter. Alors quels sont les avantages? C'est pas les contre parce qu'on appelle les avantages, les désavantages du projet. Normalement portefeuille. Lorsque je parle Peter du désavantage, si vous pouvez nous donner une vue panoramique. Donc, depuis les avantages normalement sur la société, sur l'individu, jusqu'à le citoyen. D'accord? Alors, quels sont les... C'est naturellement une question assez importante aussi pour motiver en fait les gens en fait de participer dans ce type de plateforme. C'est en fait d'offrir des fonctions assez agréables en fait de participer. Et je pense on a un bon exemple par exemple en Belgique donc plein des services gouvernementaux en fait utilisent leur plateforme de base en fait de faire intégrer de authentifier en fait la carte avec la carte d'identification. Par défaut, utilisant le certificat, tout ça, c'est une procédure assez lourde pour le faire. Et donc, par exemple, une des plateformes, et quand on vérifie en fait les plateformes annoncées au niveau européen, c'est par exemple It's Me. En fait, ils ont en fait lancé une plateforme d'authentification multifacteur avec les smartphones à ce niveau-là. Et ils vont simplifier le login à ce niveau-là. Donc, la majorité des avantages, c'est en fait l'identité peut être agréable et en fait intégrée avec les services comme par exemple les smartphones. Donc, très proche avec l'expérience personnelle à ce niveau-là. Donc, ça ne doit pas être forcément technique à ce niveau-là. Donc, je pense qu'un avantage, c'est de faire passer plus facilement pour les gens pour utiliser les services techniques et les services digitaux à ce niveau-là. Et naturellement, un service intégré, comme on voit, d'utilisation en fait d'identité centralisée, certainement de plus en plus on voit des dossiers plutôt européens, des entreprises vont travailler en fait même hors des frontières à ce niveau-là, ils vont offrir des services de plus en plus hors des pays à ce niveau-là. Et naturellement, si on peut faire avancer en fait l'utilisation de l'identité digitale, ça va faciliter naturellement la vie en fait pour les entreprises. Et donc un avantage, c'est naturellement en fait un accès plus facile, plus agréable et en plus je pense une idée assez importante et qui va avancer en plus, c'est aussi une archive digitale, en fait, accès aux documents digitaux dans le futur sera de plus en plus important, espérant que les services en fait gouvernementaux en fait quittent en fait les dossiers papier à ce niveau-là. En plus, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi de retourner le contrôle d'accès aux gens. Donc, pour le moment, il y a une crainte de perdre le contrôle, comme expliqué aussi par Jessica, mais je pense si on maintient un dessin ou une approche assez ouverte et avec le contrôle des personnes, je pense qu'il y a une opportunité, à mon avis, assez géniale pour donner, en fait, retourner l'accès en contrôle et disons qu'on n'a pas pensé à ce niveau-là 10 années de retour. Mais maintenant, on peut et je pense qu'il y a beaucoup d'idées géniales et possibles en fait, pour en fait, faire accepter en fait, les solutions possibles à ce niveau. Alors, merci Peter. Alors, j'ai une question. Je ne sais pas si Peter ou bien Jessica. Donc, une petite question qui parle comment intégrer les Personal Data Vault dans le projet, dans l'approche des portefeuilles digitaux. Donc, je pense, Peter, que cette question, elle est proche. Oui, je pense à ce niveau-là, il y a de nouveaux projets comme on voit aussi, donc pas seulement fait par le gouvernement fédéral et national à ce niveau-là, mais on voit plus en plus aussi des plateformes
commercial. Et par exemple, il y a une plateforme des notaires en Belgique qui permet en fait de gérer les documents, donc, et même digitaliser les documents et les sauvegarder, et en intégrant en fait l'accès identifié digital à ce niveau-là, c'est assez intéressant. Et je pense que c'est une des exemples qui va mélanger ou qui va hybridiser à ce niveau-là l'approche que tu as parlé, Hamid, à ce niveau-là avant. Donc, en fait, c'est supporté par le gouvernement, mais ce n'est pas nécessairement une plateforme commerciale. Et donc, l'acceptation, à mon avis, des gens va être plus facile à ce niveau-là. Et naturellement, de plus en plus de plateformes disponibles vont intégrer à ce niveau-là. Donc, c'est une des exemples. Et naturellement, il y a aussi des plateformes concernant la société, en fait, et en fait de sécurisation sociale qui vont de plus en plus utiliser ces plateformes-là. Un autre exemple, et je pense, Jessica, c'est mieux à ce niveau-là, par exemple, les dossiers médicaux gérés par les hôpitaux. Si tu veux, par exemple, balancer ton dossier vers un autre hôpital, ça pourrait être assez intéressant d'avoir une coffre-fort digital à ce niveau-là et faire partager avec contrôle soit de la personne, soit en fait les familles, par exemple, en fait accès aux données. Donc certainement, il y a plein d'opportunités intéressantes en fait, pour avancer. Merci Peter. Alors, d'après ce que tu viens de dire maintenant par rapport à la sensibilité de l'information normalement stockée dans l'application, donc on trouve des informations qui sont liées au dossier médical des citoyens. Alors, supposons, si jamais une attaque, d'accord, pour normalement quelqu'un qui a arrivé à avoir un accident autorisé. D'accord, avec une attaque, via une attaque, il va accéder à la base de données, à ces informations confidentielles. D'accord, là, on trouve des informations, c'est pas seulement bancaire pour faire des transactions. Vous allez me dire, on a ce qu'on appelle 3 ou bien multifacteur d'authentification, donc on essaie, mais il y a un dossier médical. Alors, c'est quelque chose qui est. Alors maintenant, c'est dangereux. Donc, est-ce que la question normalement à Jessica, est-ce que pour faire normalement parmi les contre-mesures pour atténuer ce risque-là, il y a ce qu'on appelle la sensibilisation des citoyens, parce que l'État, même s'il va faire un projet, il va le lancer, mais il faut le préparer en amont. Donc, il faut parce que je viens de parler maintenant les stakeholders ou bien les parties prenantes impliquées dans le projet, on trouve le citoyen. Alors, le citoyen, quels sont normalement les moyens que vous pouvez proposer pour sensibiliser le citoyen par rapport à ce risque normalement qui est catégorisé très élevé? Même si la probabilité normalement, il est médium ou bien il est moins, mais l'impact, il est très élevé sur la vie privée de la personne. Jessica, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, j'aimerais commencer par dire qu'effectivement, la question des dossiers médicaux est en fait extrêmement pertinente parce que ça fait justement partie des politiques qui sont mises en avant par l'Union européenne et c'est aussi un de ces arguments de pourquoi est-ce que l'identité numérique est aussi intéressante. Donc, c'est vraiment pertinent et actuel comme question. Et pour en venir du coup à la question de qu'est-ce que le citoyen peut faire là-dedans pour se protéger. Alors, évidemment, il n'arrive pas dans un milieu, dans un environnement qui lui est particulièrement hostile de base, parce qu'on va se baser sur beaucoup de différentes techniques et de technologies pour protéger l'information. Donc, on a cette première ligne de défense, évidemment. Mais au niveau du citoyen, il y a effectivement un risque, parce qu'on le dit toujours, en tout cas en cybersécurité, c'est ce qu'on dit, le maillon faible de la cybersécurité, c'est généralement le facteur humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la façon dont le citoyen va pouvoir se protéger, c'est en faisant attention à ce qu'il fait et en respectant les mesures de sécurité généralement promulguées au niveau de la vie privée. Par exemple, ce sont des choses souvent toutes petites, mais là où le risque serait le plus gros, là où je veux voir le risque le plus gros, ce serait dans le partage d'identifiants ou dans le fait de mal cacher, de mal assurer la confidentialité de ces identifiants. Alors là, je vais prendre évidemment l'exemple un peu
extrême d'un manque de sécurité où on garde des informations qui nous permettent de nous connecter à ce qui est un compte finalement ou un système qui devrait être accessible uniquement par une personne. Sur un post-it, on a des personnes qui sont moins habituées à la technologie qui vont faire ça, par exemple. On a le fait, par exemple, de ne pas utiliser des mots de passe qui soient sécurisés ou aussi, et ça c'est aussi un moyen pour le citoyen de se protéger, c'est ne pas faire les mises à jour des systèmes, des médiums qu'ils vont utiliser dans les temps. Et ça, on voit que c'est aussi un des grands moyens par lesquels on peut avoir une faille dans la cybersécurité, notamment si on a un agent malveillant comme un hacker, c'est passer par des failles en fait parce qu'on n'a pas respecté les procédures, on n'a pas respecté les mesures de bon sens. Donc ça, on a déjà au niveau de tout ce qui est identifiant et au niveau des mises à jour. Ensuite, on a simplement faire preuve d'une vigilance, ça peut paraître bête, mais constante. C'est-à-dire, si on voit qu'il y a quelque chose qui nous paraît un petit peu étrange, ne pas vouloir aller trop vite ou se dire « Oh, c'est rien, c'est pas grave, c'est moi qui rêve ». Faire preuve de cette vigilance constante et intervenir à temps. C'est ce qu'on retrouve dans tous les schémas d'attaque ou de corruption ou de vol d'identité. C'est qu'on vous a donné une impression qu'il fallait aller vite. On pourrait imaginer, pour reprendre la question des dossiers médicaux, qu'on aurait par exemple un rendez-vous médical pour une personne malade qui pourrait être annulé si on ne réagit pas assez vite. Ça crée ce sentiment d'urgence et du coup, on arrête de réfléchir et on fonce tête baissée dans ce qui est finalement un piège. Sinon, en dehors de ça, à un point de vue plus élevé, mais qui n'est peut-être pas accessible à tous les citoyens, c'est évidemment utiliser des mesures techniques pour protéger leurs données. Ça, ce n'est pas accessible à tout le monde, mais on pourrait se poser la question de l'opportunité d'une formation plus avancée des citoyens de l'Union européenne en informatique ou simplement en utilisation des moyens informatiques qui seraient généralisés auprès des citoyens. Donc ça, c'est assez important à ce niveau-là. J'ai vu aussi qu'il y avait des questions concernant en fait, la protection des données. N'oublie pas naturellement que les lois et les régulations qui concernent en fait l'identité digitale sont supportées aussi par les lois comme le Cyber Act est certainement maintenant assez courant, c'est le NIS 2 qui demande en fait aussi d'utiliser de security by design à ce niveau-là. Donc en fait, l'approche, le portefeuille digital, en fait, est en fait concerné en fait l'utilisation de l'identité digitale, mais n'oublie pas qu'en fait, c'est un point assez critique qui sert aussi comme base en fait de protection des données, protection cyber et protection des clouds, des plateformes qui vont l'utiliser. Donc, le NIS 2 et des autres régulations vont forcer naturellement que les plateformes à utiliser sont sécurisées suffisamment. Et donc, c'est une des points assez importants aussi pour les entreprises de ne pas seulement regarder dans l'utilisation de l'identité digitale, mais aussi en fait comment le protéger. En fait, je pense que ça sera une discussion assez importante dans le futur aussi. Donc, mais bon, on n'a qu'une petite heure en fait à discuter tout ça. Donc, okay. Donc, merci Peter, merci Jessica. Donc, merci pour votre intervention. Vous avez bien, normalement, l'intervention, elle est très riche malgré l'absence de INSATA. Donc, on n'a pas constaté qu'elle est absente parce que vous avez été au rendez-vous. Donc, je vous remercie. Je remercie POCB. Merci pour ceux qui nous suivent en ligne. Voilà, alors pour dire que normalement, résumer une phrase, lorsqu'on dit ce projet, même si c'est un grand projet, il a le pouvoir politique de l'Union européenne, mais ça n'empêche pas l'ensemble des risques, soit les différents risques liés à la confidentialité, à la privacité, à l'intégrité, à la disponibilité, ou bien à la fiabilité de l'information. Donc, pour ça, il faut prévoir des approches de ce qu'on appelle de sécurité depuis la conception, ce qu'on appelle by design, ou bien par défaut, by default. Donc, je vous remercie, chers participants, Jessica et Peter, et à la prochaine fois. Merci beaucoup. À la prochaine, merci. Bonne soirée. Merci.